m'appelle Jean-Yves de Cara, je suis professeur émérite à la faculté de droit Paris-Descartes, Sorbonne Paris-Cité, et je suis toujours professeur à Sciences Po Paris. Alors, vous m'avez posé une question, vous voulez que je vous parle de l'affaire de l'accord de pêche qui a opposé le Conseil de l'Union européenne à une association qui est établie en Angleterre et qui s'appelle Western Sahara Campaign. Et cette affaire a donné lieu à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne. Je rappellerai les faits avant de vous dire, de faire quelques observations sur les conclusions qui ont été présentées dans cette affaire par l'avocat général Wathelet. Les faits sont simples. Il y a, comme vous le savez sans doute, des accords entre le Maroc et l'Union européenne. D'abord un accord d'association, un accord de libre-échange, et puis un accord de pêche, plus spécifiquement, de 2012. La Cour de justice de l'Union européenne avait déjà été interrogée sur les deux premiers accords, et elle avait considéré que ces accords n'étaient pas applicables aux provinces du Sud, c'est-à-dire au Sahara marocain. Voilà qu'une association de bénévoles, un groupe de bénévoles, qui fait campagne pour le Sahara ou pour le Polisario, a introduit devant un juge britannique, la High Court, qui n'est pas, malgré son nom, la plus haute juridiction anglaise, mais qui est au contraire la première juridiction, la High Court, qui a introduit une action contre les autorités britanniques en disant que les autorités britanniques appliquaient à tort l'accord de pêche en délivrant des licences de pêche et en important des produits de la pêche selon un tarif préférentiel. Elle a donc remis en cause ces décisions britanniques, cette pratique britannique, en considérant que cet accord de pêche était contraire à l'ordre européen et international. Le juge anglais s'est montré prudent. Il a donc posé une question à la Cour de justice de l'Union européenne, qui siège à Luxembourg, qu'on appelle une question préjudicielle. D'abord pour savoir si cette association avait le droit, était fondée à introduire une action, et ensuite pour savoir si, le cas échéant, ces accords étaient valides. Devant la Cour de justice de l'Union européenne, le procès se déroule en une phase écrite et une phase orale. La phase orale qui permet aux plaideurs de présenter leurs observations, et ici il s'agissait du Conseil, de la Commission et des représentants de l'association. La phase orale se termine par des conclusions de l'avocat général. L'avocat général, devant la Cour, présente une opinion indépendante et impartiale où il propose à la Cour de suivre une solution juridique. Là s'arrête son rôle. À partir de ce moment-là, la Cour va siéger, délibérer et rendre son jugement, rendre son arrêt. Alors, que dit l'avocat général, M. Wathelet? L'avocat général, M. Wathelet, est belge d'origine et il a été un ministre connu, un politicien connu, davantage d'ailleurs pour la politique que par ses compétences juridiques, mais il est maintenant avocat général à la Cour. Et l'avocat général dit que la Cour a compétence pour apprécier la validité de l'accord et que la Cour doit accepter la question préjudicielle qui est posée par le juge anglais à la demande de l'association britannique.
Alors, il y a ici plusieurs objections qu'on peut formuler à la solution qui est proposée par l'avocat général. La première objection, c'est que la Cour statue, et c'est son rôle, sur l'interprétation et la validité du droit européen. Elle est une Cour régionale, elle n'a pas à se prononcer sur la validité d'un acte au regard du droit international. Ce n'est pas son rôle. Elle n'est pas une Cour internationale qui va apprécier la validité des actes européens au regard du droit international. Et l'avocat général semble ignorer tout à fait ce point, puisque d'emblée, dès le début de ses conclusions, il dit « Ce n'est pas parce que la question est politique que la Cour ne peut pas répondre sous l'angle juridique. » Or, évidemment, la question est éminemment politique, parce que l'association en cause, la Western Sahara Campaign, n'est pas une association de pêcheurs, elle n'est pas une association d'agriculteurs, elle n'est pas un producteur, elle n'est pas un distributeur. Elle est une association de propagande, bénévole, mais de propagande. Autrement dit, on peut s'interroger sur le bien fondé de sa demande et de sa présence dans ce procès. C'est là une objection tout à fait majeure. Dans ses conclusions, l'avocat général ne regarde pas cette question, il se contente de faire prévaloir les traités européens, les principes constitutionnels de l'Union européenne, sur un traité international, c'est-à-dire sur l'accord de pêche, en considérant qu'il a été irrégulièrement conclu, qu'il n'est pas conforme au droit international et que par conséquent, il n'est pas valide. Or, le Maroc n'est pas membre de l'Union européenne. Le Maroc a conclu un accord avec l'Union européenne, représenté par le Conseil de l'Union européenne et par la Commission. Là, s'arrête l'affaire. L'accord est conclu, il est entré en vigueur, il doit être exécuté. L'avocat général ignore ce point. Deuxième objection, cela est d'autant plus regrettable que l'avocat général ne justifie à aucun moment la raison pour laquelle la requérante, l'association anglaise, serait fondée à introduire une action. On ne sait pas. Donc vous voyez qu'il y a là, dès le départ, deux objections majeures que l'avocat général n'a pas discutées. D'emblée, il affirme que l'accord de pêche n'est pas conforme au droit européen parce qu'il est contraire à des principes de droit international. Alors on en arrive à une troisième objection. Pourquoi cet accord serait-il contraire au droit international? À en croire l'avocat général Wathelet, qui conclut de façon très péremptoire, les normes de droit international en cause et qui sont invoquées par l'association Western Sahara Campaign ont été violées. C'est le droit à l'autodétermination, c'est le principe de la souveraineté sur les ressources naturelles du peuple sahraoui, ce sont les règles du droit humanitaire, c'est-à-dire du droit de la guerre, applicables à la conclusion d'accords relatifs à un territoire occupé. Il définit, il considère qu'on est en présence d'un territoire occupé et que par conséquent le Maroc n'avait pas à conclure d'accord sur la gestion et l'exploitation des ressources naturelles dans ce que nous savons être les provinces du Sud. Là, il y a deux objections qu'on peut formuler à cette argumentation. D'abord, d'une part, le statut de ces principes de droit international n'est pas clairement établi. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe général. Il ne peut
être invoquées que dans des circonstances très particulières dont on ne sait pas si elles sont vraiment réunies ici. Pourquoi? Parce que l'autodétermination du Sahara, elle a déjà eu lieu. Quand le Sahara a été, lorsque l'Espagne a quitté le Sahara, par ce fait même, le Sahara est revenu à sa nature première. Il a été en somme restitué à l'état duquel il relevait le Maroc. Donc à ce moment-là, le principe d'autodétermination du Sahara a été exprimé. Il n'y a pas à revenir éternellement sur ce principe. Le Sahara est devenu et redevenu marocain. Il a été restitué. D'autre part, en admettant même que le Maroc occupe, comme le dit l'avocat général et d'autres, le Sahara, dans le droit international, c'est un devoir de la puissance occupante de faire tout ce qu'elle peut pour gérer du mieux qui soit les intérêts du territoire. Par conséquent, lorsque le Maroc conclut un accord, en l'espèce un accord de pêche, pour l'exploitation, la gestion des ressources de la pêche du Maroc et du Sahara, il le fait pour le bien de l'ensemble du territoire. De sorte que les arguments de l'avocat général ici, me semble-t-il, ne tiennent pas. En conclusion, je formulerai deux observations. La première observation tient à ce qu'il y a une confusion des genres. En d'autres termes, la Cour de justice, est invitée ici par l'avocat général à prendre une position sur le bien fondé d'un traité international conclu par le Conseil, c'est-à-dire au fond une position politique. Or, la Cour ne dispose pas d'une compétence diplomatique. Ce n'est pas la Cour qui conclut les traités, ce n'est pas la Cour qui apprécie l'opportunité de conclure avec le Maroc un accord de pêche. C'est une décision politique, diplomatique. Or, en demandant à la Cour de censurer l'accord de pêche, l'avocat général introduit un facteur de déstabilisation du droit international et des relations internationales. Désormais, le risque est grand de voir n'importe quel traité conclu par le Conseil être renvoyé devant la Cour par une quelconque association pour lui demander de censurer, en tout cas de se prononcer sur la validité du traité. Autrement dit, pour les puissances qui vont négocier avec l'Union européenne, il y aura un élément d'incertitude qui pèsera en permanence sur le traité jusqu'à ce que la Cour se prononce. Or, ce n'est pas le rôle d'un juge de se substituer à la fonction diplomatique du Conseil. Il y a là quelque chose, me semble-t-il, d'extrêmement sérieux. Et puis, il y a une deuxième objection. En ouvrant la possibilité à n'importe quel groupe ou association de contester un traité, en ouvrant cette possibilité à toute association, l'avocat général propose en somme ce qu'on appelle en latin une actio popularis. C'est-à-dire à tout moment, n'importe qui va pouvoir introduire une action. Ce n'est pas conforme au droit européen. Et c'est introduire un risque, ici encore, un facteur de déstabilisation du droit. Et puis, je dirais pour terminer, que l'avocat général qui a prononcé ses conclusions au mois de janvier a donné une opinion
qui va certainement profondément influencer la Cour. Or, il y a là quelque chose d'extrêmement embarrassant. Car ce faisant, on porte atteinte à un principe fondamental du droit et du procès, qui est le principe du contradictoire. L'avocat général a dit son opinion. Cette opinion, incontestablement fondée sur des arguments juridiques, défectueux, est une opinion politique. Et il ne se cache pas, d'ailleurs, de ce que la question est elle-même politique. Or, que peuvent dire les autres parties? L'avocat général a conclu, le procès, la partie orale du procès s'arrête, la Cour est entrée en délibéré. Mais elle est entrée en délibéré sur l'impression du dernier qui a parlé, c'est-à-dire l'avocat général. La Cour, tout de suite après les conclusions, parce que c'est comme ça dans la pratique, s'est retirée dans l'arrière-salle de la salle d'audience, a eu un premier tour de table sur la base des conclusions de l'avocat général. Elles ont donc un poids très important. Et les autres parties, le Conseil, la Commission, les requérants, le Maroc éventuellement, mais il n'était pas présent à la procédure, ne peuvent pas formuler d'objection, ou même d'observation sur les erreurs de fait ou de droit que l'avocat général aurait pu faire. Ce n'est pas nouveau, on s'est déjà interrogé sur ce statut de l'avocat général et de ses conclusions. On invoque l'idée que l'avocat général est indépendant et impartial, on invoque son statut, mais ce n'est pas la question. La question est celle du contradictoire. Il y a des arguments qui ont été présentés, il y a un principe, qui est le principe du procès équitable, qui doit être respecté, aussi bien devant la Cour de justice de l'Union européenne que devant n'importe quelle juridiction nationale. Mais je dirais que même au Maroc, ce principe du procès équitable est appliqué. Dans le monde entier, il est appliqué. Nous avons vu il y a quelques mois un grand procès criminel mettant en cause les accusés de Gdamizi, et la préoccupation permanente de la Cour et des observateurs était l'égalité des armes, le contradictoire, le procès équitable. On a l'impression, après avoir lu les conclusions de M. Battelet, et sachant que c'est sur ce fondement que la Cour va finalement se prononcer dans quelques jours, on a l'impression que le principe du procès équitable n'a pas été respecté.